d'années d'une petite commune de 1000 habitants qui était située dans la vallée de l'Albarine. Je vous présenterai mon territoire ensuite. Et j'étais présidente de la communauté de communes de la vallée de l'Albarine de 2008 à 2017, pardon. Donc, nous avons une grosse problématique sur cette vallée de l'Albarine, c'est que nous étions en grande précarité, en grande pauvreté, et ceci, c'était la résultante d'une industrialisation, d'une mono-industrie pendant des années, mais je vais vous en parler un peu plus avant. En 2013 environ, la MRI, la mission régionale, enfin vous la connaissez mieux que moi, d'information sur l'exclusion, avait fait une enquête pour savoir où était la précarité et la pauvreté dans le milieu rural. Et nous avions été comparés, et dans le périurbain, pardon, aussi. Et nous avions été comparés avec la ville d'Ambérieu et son quartier-gare. Et nous avions vraiment des critères de pauvreté même plus importants que le quartier-gare d'Ambérieu. Pourquoi je fais référence à cela? C'est qu'en 2014, le quartier-gare d'Ambérieu a été reconnu dans la politique de la ville, donc a eu un QPV sur ce territoire. Et nous, eh bien, nous n'avions rien. Et ça m'a mis hors de moi, je suis très claire là-dessus. Donc, j'ai écrit à la ministre de l'époque en m'insurgeant, en disant que bon, ben, je comprenais que le quartier-gare d'Ambérieu soit retenu en politique de la ville, c'était tout à fait normal, mais que nous, à une dizaine de kilomètres ou une quinzaine de kilomètres, nous n'étions pas reconnus en politique de la ville, alors que notre problématique était toute égale. Alors après, on m'a expliqué que pour être reconnu en politique de la ville, il faut un petit carré de 200 mètres de côté avec 1000 habitants dedans que l'on regarde à la loupe. Chez nous, un carré de 200 mètres de côté, c'est pas possible puisque nous sommes dans une vallée. Donc, 200 mètres dans un sens, ça va. Dans l'autre sens, à moins de construire en encorbellement sur la rivière, sur la voie ferrée, sur la route, c'est pas possible. Donc, cette lettre, je pensais qu'elle allait passer en classement direct dans le panier. Et puis non, elle est redescendue au département, à la préfecture. Et le préfet de l'époque, je le cite, c'est Monsieur Touvet, le préfet de l'époque est un jeune préfet en activité, un peu en âge, et il a été très sensible à notre démarche. Donc, il a décidé dans le département de l'Ain de faire ce que l'on appelait un contrat de territoire, qui était en fait la déclinaison du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Donc, nous avons bâti ce contrat de territoire comme un contrat de ville. Je peux dire que je l'ai écrit puisque je n'avais pas les finances et les moyens pour payer un chargé de mission malheureusement. Mais nous l'avons écrit, j'ai été beaucoup aidée par la DDCS du territoire, enfin du département de l'Ain, etc. À noter aussi qu'au 1er janvier 2010, donc pardon, nous avons signé ce contrat de territoire le 8 février 2016 et au 1er janvier 2017, nous avons été intégrés dans la Comcom de la Plaine de l'Ain qui était juste à côté de nous et qui était très riche par rapport à nous. Donc, moi, je voulais pas que mon contrat de territoire disparaisse parce qu'on avait des actions qui étaient engagées, des fonds de droit commun qui étaient mis en place. Donc, je me suis battue pour obtenir un contrat de ruralité qui a été signé, lui, en juillet 2017 et qui a repris intégralement notre contrat de territoire. Voilà donc pour la présentation de départ. Ensuite, donc, nous avions signé ce contrat de territoire avec les partenaires habituels, hein, l'État, le département de l'Ain, la région Rhône-Alpes, a cité que la région Rhône-Alpes a refusé de signer le contrat de ruralité. Tous les autres intervenants ont signé, sauf bien sûr le Pays du Budget. Le Pays du Budget, c'était une entité qui était spécifique à notre territoire hein, et qui nous a aussi aidés comme ils ont pu. Notre contrat de territoire était construit autour de 4 axes. Bien sûr, l'habitat et l'urbanisme, vous allez comprendre pourquoi un tout petit peu après. Nous avions l'emploi et la mobilité parce que nous avons une grosse problématique d'emploi sur le territoire, l'accès au droit et à la santé, et bien sûr l'éducation et la parentalité. Donc, qui sommes-nous et où sommes-nous? Nous sommes dans le département de l'Ain, situé donc, on est sur l'axe Lyon-Genève.
Nous avions à l'époque 12 communes, je vous dirai pourquoi, donc là je vous les ai vite schématisées. Ce qui est important, c'est les 5 communes de fond de vallée qui avaient reçu l'industrie sauf Torcieux, qui était, elle, à vocation agricole. Par contre, Chalais et Ergy, qui étaient de petits villages, ont eu eux aussi une industrie. Et puis les deux grosses communes, Saint-Rambert, qui était le chef du canton, et Tenay, ont eu aussi une grosse industrie là-dessus. Nous avions 4 petits villages sur les plateaux karstiques du Bugey, puisque nous sommes dans les derniers contreforts du Jura. Donc Aranda et Clézieux qui sont toujours partie prenante, et Évreux et Ostia, quand il y a eu le rapprochement avec la CC de la Plaine de l'Ain, eux ont choisi de rejoindre la CC d'Hauteville. Et donc nous avons aussi 3 autres petites communes sur les flancs de coteaux, Oncieux, qui a la particularité, on l'appelle le diamant du Bugey, ça a la particularité d'être un village construit en rond, Conan et Nivolé-Montpellier. Donc, que puis-je vous dire? Donc, je voudrais vous préciser que ce PowerPoint, je l'avais fait pour la présentation, la signature du contrat de territoire, donc en février 2016, et je l'ai réactualisé avec les données d'aujourd'hui et avec les avancées que l'on a eues aussi. Donc, quand je n'ai pas bougé, c'est que les chiffres n'ont pas beaucoup évolué. Donc, à l'époque, nous avions 5500 habitants sur notre territoire. Une densité de 38,58 habitants au kilomètre carré, une croissance démographique très faible, 0,4%. Hein. J'ai fait des comparatifs souvent avec le département, 1,26. Les chiffres n'ont pas beaucoup évolué de 2016 à maintenant. Nous avons plus de seniors qu'ailleurs, 32,5 contre 26,3 dans le département. Et on a moins de jeunes, moins de pourcentage de jeunes, 17% pour 19% dans le département. Que puis-je vous dire aussi? Donc, des chiffres en matière de logement, et ça, c'est important. Donc, 3500 logements sur le territoire, et il faut préciser que 60% de ces logements ont été construits avant 1946. Je peux vous dire aussi que 2/3 sont des résidences principales, 2400, et nous avons à peu près 219 logements sociaux localisés essentiellement sur Saint-Rambert et Tenay. Alors, quand on parle de logements sociaux, ce sont les logements sociaux tenus par des bailleurs sociaux, que sont la Semcoda, Dynacité, etc. Mais moi, je considère qu'il y a beaucoup plus de logements sociaux, tous les logements qui sont à bas prix, mais qui ne sont pas répertoriés dans le logement social. Nous avons beaucoup plus de logements sociaux sur notre territoire. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'on a 10,7% des logements qui sont potentiellement indignes à la location. 21,4% sont des résidences secondaires, hein, environ 750. C'est principalement, bien évidemment, dans les villages qui sont situés sur les plateaux à flanc de coteaux ou dans les hameaux. Je vous ai donné la référence par rapport au département, 10,3% dans le département. Et donc, on compte malheureusement beaucoup de logements vacants. 100 sur Saint-Rambert environ, 180 sur Tenay et 60 sur Archy. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette implantation de ces villages ici? C'est qu'à la fin du 19e siècle, les industries se sont installées en fond de vallée sur les bords de l'Albarine. L'Albarine, c'est une rivière qui est toujours alimentée en eau. Donc, les industriels ont utilisé la force motrice de l'eau. Et au départ, c'était des usines de chanvre parce qu'il y avait du chanvre qui était cultivé au-dessus, dans les villages au-dessus. Et on venait les filer, le chanvre, en utilisant la force motrice de l'eau. Puis ensuite, des industriels essentiellement en lien avec les soyeux lyonnais. Vous n'ignorez pas qu'à Lyon, il y avait des soyeux très importants à la fin du 19e, début 20e siècle. Donc, des industriels sont venus installer à la place des usines de chanvre des filatures de déchets de cocons de soie, et ces déchets, on les appelait la chape. Ça a d'ailleurs donné le nom à l'industrie principale de nos territoires, la chape. Donc, jusqu'à la fin du XXe siècle, milieu du XXe siècle, nous avions une grande industrie qui fonctionnait avec beaucoup de force sur notre territoire. Ainsi, à Saint-Rambert, il y avait 5080 habitants. Il y en a 2200 aujourd'hui. Et puis sur Tenay, il y avait 4400 habitants. Nous en avons 1050 aujourd'hui. Donc, vous imaginez bien que ces 4400 habitants, il fallait les loger.
Donc nous avions une population, un urbanisme, un habitat énorme. Donc, de cette période, bien sûr, il reste un bâti surdimensionné. Donc, c'est vrai aussi pour les cités, je vais parler des cités, mais c'est vrai aussi pour les logements de particuliers. Notre particularité sur notre territoire, c'est que nous avons donc nous sommes un village rue, hein, la plupart quand on est en bas dans la vallée, et ce sont des maisons qui sont sur 3, 4, 5 niveaux, parce qu'en fait, on enfilait le maximum de personnes dans ces maisons. Donc, nous avons souvent utilisé du resserrement urbain. On a fait des démolitions, donc les cités Barmose. On a ainsi éradiqué à peu près, je ne sais pas, moi, une quarantaine, cinquantaine de logements. Par contre, à Argy, ils n'ont pas pu faire cette même opération, donc il reste encore la cité à rénover. Serrambert, donc à Serrambert, il y avait 2 cités là, 2 cités devant qui sont démolies. De l'autre côté, il y avait encore un groupe de 4 cités. Certaines ont été rénovées, d'autres pas. Et puis à Tenay, il y avait une immense, moi j'appelais ça le mur de la honte quand je suis arrivée à Tenay, une immensité qui faisait peut-être, je sais pas moi, 300, 400 mètres de long. C'était énorme. Donc nous avons réussi à en démolir une partie, la cité Clézo, on l'a démolie en partie dans les années 80-90 à peu près. Mais à l'époque, on avait encore du monde à loger. Donc, on a gardé cette partie-là qui nous pose beaucoup de soucis maintenant, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. On a aussi des problématiques d'emploi. Hein. On compte environ, enfin, on comptait en 2015, mais j'ai vérifié, les chiffres sont à peu près identiques, donc je ne les ai pas modifiés. 1250 emplois sur le territoire, 25% environ d'emplois industriels, hein, principalement JOS, CLR, etc. On a aussi à peu près 35% d'emplois publics, collectivités territoriales. Nous avons 2 maisons de retraite qui sont de grosses pourvoyeuses d'emplois, un foyer logement et bien sûr les établissements scolaires. Par contre, on a un énorme déficit au terme de commerce, au niveau du commerce. Nous n'avons plus que 5,7% de commerce. Je fais le parallèle avec le département, 11% dans le département. Donc, et puis le ratio emploi actif, 0,5% ou 0,7% dans le département. Pourtant, ce qui est à constater, c'est que 3/4 des emplois des gens de la CCBA, donc de l'ancienne vallée de l'Albarine, se trouvent à l'extérieur. C'est-à-dire que les gens partent travailler sur la plaine de l'Ain, en Berrieux, voire jusqu'à Lyon, parce qu'on a des gares. Et les 1250 emplois qui sont sur notre territoire, eh bien, on a le phénomène inverse. Ce sont des gens de l'extérieur qui viennent travailler sur le territoire. Souvent, ce sont des cadres, les gens un petit peu, enfin là, comment dire, en population un petit peu plus haute, qui viennent de l'extérieur et qui n'habitent pas chez nous. Le taux de chômage s'élevait en 2015 à 10,7 chez nous. Hein. Et nous l'avons, enfin maintenant, nous avons descendu donc à 9,5. Pour faire le comparatif, le taux de chômage, puisque nous relevons de Pôle emploi en Berrieux, est de 6,3 sur le Pôle emploi en Berrieux. Donc, ça vous donne juste une idée de la difficulté qu'il y a encore sur notre territoire. Et le chômage est plus marqué pour les jeunes aussi. Un chiffre aussi qui est important, il était en 2015, mais bon, on peut rajouter les 300, 400 euros, guère plus. La moyenne, le revenu fiscal moyen des ménages était de 19 321 euros en 2015. Simplement pour vous donner le comparatif, 34 345 au niveau département. Donc, on a une population très fragilisée dans un contexte économique qui est encore tendu chez nous. La composition des familles. Donc, nous avons à peu près 47-48% de familles avec le papa, la maman et les enfants, donc 56,1% dans le département. Nous avons beaucoup de familles monoparentales, alors que ce soit essentiellement la maman et des enfants, hein, j'en vois peu avec le papa et des enfants, donc 16,1%. Et nous avons des personnes isolées. Donc, nous avons des hommes, 16,2%, donc 11,5% dans le département. Ce qui est très surprenant là-dessus, c'est que ce ne sont pas forcément, au départ, dans mon esprit, c'était forcément des gens âgés. Et ce n'est pas vrai, ce sont souvent des jeunes
au départ actifs, hein, qui viennent parce que l'allocation est très, 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 très peu chère chez nous. Parce qu'il faut préciser que si vous voulez acheter un appartement sur Tenay, par exemple, ou une maison c'est vendu 9 000 € avec 6 appartements dedans. C'est simplement pour vous donner ça. Donc, une location chez nous, pour 200 ou 250 €, vous logez. Il ne faut pas que vous passiez trop l'hiver, parce que là, vous avez une facture d'électricité importante. Ce sont des vraies passoires thermiques. Mais voilà, donc ça attire des jeunes qui ne peuvent pas se loger ailleurs. Donc on constate que les populations remontent d'Ambérieu, de la plaine de l'Inde d'Ambérieu jusque chez nous. Donc c'est pour ça qu'on explique les 16,2% d'hommes, pas forcément des personnes âgées. Et donc on a 16,3% de femmes, mais là le ratio est un petit peu moins important quand on compare au département. Donc, j'ai aussi regardé les données CAF, 883 locataires. Donc, 34, enfin, pratiquement 35% de la population locataire est dans la case des bas revenus. Et 47,2% ont des revenus inférieurs au SMIC. 35% pour le département. Donc, c'est quand même pas une paille, 12% de plus. Hein. 50% des familles monoparentales ont un emploi, 68% dans le département. Donc les femmes, j'ai fait un focus sur les femmes, donc 50% des femmes travaillent, mais travaillent souvent à temps partiel et souvent à l'aide à la personne, et elles ont la plupart du temps un CDD. Le CDI, ce sont souvent des femmes qui ont déjà un petit niveau un petit peu supérieur et qui partent pour aller travailler sur l'extérieur. 33% des hommes sont en CDI. Ensuite, on a 195 familles qui vivent exclusivement des minima sociaux. Donc, on a 131 familles qui ont le RSA, ça fait donc 67% environ, contre 55% dans le département. On a 64 personnes qui ont une allocation adulte handicapé, donc là, on est un petit peu en dessous. Et on a versé, alors là, j'ai vérifié les chiffres encore, 276 allocations de rentrée scolaire ont été versées chez nous, donc ça fait quand même un ratio important. On a un accès à la formation limitée. Nous sommes en REP depuis des années, donc sous l'égide du collège de l'Albarine à Saint-Rambert, donc les écoles de Tenay, le scolaire de Saint-Rambert et l'école d'Archie. Donc, quelques données significatives concernant le collège. La population scolaire, donc pratiquement 44% des effectifs sont des enfants d'ouvriers d'inactifs, 35% environ pour le département de l'Ain. 12% environ sont des enfants de cadres supérieurs ou d'enseignants, 24% pour le département. Et on a un redoublement très marqué en fin de troisième par défaut d'affectation, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les élèves ne veulent pas partir plus loin qu'Ambérieu-en-Bugey. C'est-à-dire Ambérieu-en-Bugey par rapport au collège, c'est à 15 km. Ils ne veulent pas aller plus loin. Même s'ils ont une formation qui les intéresserait à Lyon, à Bourg ou ailleurs, non, c'est Ambérieu. Donc, en fait, ils préfèrent redoubler leur troisième pour se retrouver soit au lycée général, mais malheureusement, ce n'est pas une grosse quantité, soit au lycée professionnel et ils prennent n'importe quoi. Hein. Ils font une formation je sais pas moi, de carreleur alors qu'ils auraient voulu être cuisiniers ou autre chose, mais ils vont pas aller chercher ailleurs. Et ce qui est dommageable, et ce qui est dommage, et ce qui est un constat, et ça me rend malade pour moi, l'ancienne institut que je suis, c'est que l'école n'est plus considérée du tout par certains parents comme un ascenseur social. Et comme conséquence principale, c'est qu'environ 30, pas tout à fait 35% de la population de nos territoires ne possède aucun diplôme. Donc, c'est pratiquement 10 points de moins que pour le département. On avait aussi un déficit flagrant de service, donc on a créé une MSAP, Maison de service au public, et j'espère, donc la slide est passée très vite, mais la MSAP a été considérée par les services de l'État comme une MSAP qui est en parfaite réussite. Et j'étais très déçue, je le reconnais, de ne pas avoir été labellisée Maison France Service là, au 1er janvier 2020. Mais on devrait être dans la session de rattrapage parce que tous les intervenants, que ce soit les services de la préfecture ou du département, n'ont pas compris, nous n'ayons pas été retenus. Parce qu'on a
environ 1400 passages par an sur un bassin de vie de 5000 habitants maintenant. Ça fait 28%, donc c'est tout un autre honneur. Habitat et urbanisme, c'était aussi un gros volet. Donc, nous avions prévu une OPH qui est portée maintenant depuis septembre 2018 par la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Et je reconnais que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que la Plaine de l'Ain a des moyens que nous n'aurions pas eu. Et donc, ça permet vraiment d'impulser quelque chose d'important pour la rénovation énergétique des habitants, des habitations, pardon, pour mettre en conformité des habitations qui ne sont pas en conformité pour des personnes âgées, etc. Donc, par exemple, on voulait axer sur des immeubles à Argy, mais bon, la mairie d'Argy, c'est pas tellement prise dans l'OPH, ce qui est dommage. Par contre, Saint-Rambert et Tenay se sont vraiment mis dedans pour pouvoir faire bouger les choses. Donc, ainsi, la maison Mourlan est rachetée grâce à l'OPH pour pouvoir faire des appartements. C'est vraiment super. Ensuite, donc, on voulait aussi changer l'image de notre vallée. Donc là, on a travaillé avec le CAUE parce qu'on a un cadre de vie qui est très intéressant. On a une rivière qui est très jolie, mais il faut la mettre en évidence. Donc voilà, on a beaucoup travaillé avec le CAUE. On est en train de faire des coupes franches pour permettre d'avoir une vision plus réelle sur notre vallée, sur notre rivière et sur nos coteaux qui sont très jolis. Ensuite, on a aussi un gros projet, enfin un gros enjeu, c'est encore de continuer à démolir des bâtiments ou à les revaloriser pour faire du large et pour surtout enlever cet habitat indigne et cet habitat vacant. Donc, on a par exemple cet immeuble qui est emblématique, c'était une ancienne école qui date du fin 19e siècle, qui a été transformée en maison de retraite, qui ne peut plus être maison de retraite parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité, etc. Et cet immeuble est vide depuis une dizaine d'années. Et on ne sait pas ce qu'on va en faire. On voudrait bien éviter de le démolir, mais on ne sait pas si on va pas être obligé. Donc, dans l'OPH que l'on a signé avec la Plaine de l'Ain, certaines rues ont été répertoriées en rénovation urbaine afin de mobiliser plus de moyens sur ces secteurs. C'est le cas donc sur Saint-Rambert, sur cet immeuble-là qui est la maison de retraite actuelle, mais qui va être transposée d'ici 6 mois dans un nouvel endroit. Donc là, on pense pouvoir faire démolir ce bâtiment pour aérer cette rue et puis refaire des bâtiments, enfin des petites maisons accolées. Pareil pour cette rue-là, toute cette rue-là est en rénovation urbaine et là, nous sommes en train de travailler avec un cabinet de manière à pouvoir faire ou de la rénovation réelle ou de la démolition aussi. Voilà, il en est de même sur Tenay. Donc, ma fameuse cité Clézo, là je vous mets le côté pile, ou côté face comme vous voulez, l'arrière de la cité Clézo, le devant. Donc cette cité Clézo, nous allons là très prochainement, début 2020, la démolir complètement grâce justement au fonds que l'on a pu obtenir grâce à ce contrat de territoire. Ça nous enlèvera à peu près une quarantaine de logements et surtout une enclume parce que cette partie-là a brûlé, enfin c'était squatté, c'était vraiment terrible. Là, pareil, dans la rue centrale de Tenay, nous avions tous pâté de maison. Grâce au contrat de territoire, nous avons pu obtenir 80% de subvention grâce à la DETR et voilà ce que c'est donné. Ça a donné un parking, c'est quand même beaucoup plus aéré, plus joli. Et donc, nous avons un dernier projet. C'est dans la rue de la Gare. Pareil, ce pâté de maison va être également démoli. Et puis là, par contre, on fera certainement une opération de végétalisation, etc. Liliane, je profite du changement de diapo pour vous rappeler qu'il vous reste 5 minutes maximum. Tout à fait. Je peux accélérer, mais là, j'ai pratiquement terminé. Donc, sur l'emploi et la formation et l'insertion, donc, nous avions mis en place des actions à destination des femmes, l'action Repartir, qui a bien marché la première année, beaucoup moins la deuxième année. Nous avions mis aussi en place une autre action qui était l'accompagnement, enfin, le club chercheur emploi, donc l'accompagnement plus renforcé auprès de personnes pour aller chercher un emploi. Cette action a marché à peu près.
Et donc, début 2019, nous avions, avec le QPV d'Amberieu, nous avions décroché une grosse subvention de l'État pour accompagner 100 personnes très éloignées de l'emploi, c'était mon objectif, à retrouver un emploi. J'étais très déçue parce que sur 450 personnes sollicitées, seules 52 ont accepté de rentrer dans le projet. C'était très frustrant. Mais sur les 52 personnes, très éloignées de l'emploi, pour certaines, 15 ans de RSA derrière eux, des seniors, etc. Sur les 52 personnes qui ont accepté de rentrer dans le projet, une quarantaine sont en emploi actuellement. Et les 12, certaines ont trouvé un emploi très très vite par elles-mêmes. Il leur suffisait simplement d'un petit coup de boutoir. Et puis les autres sont suivies encore par Pôle emploi. Ce que l'on fait aussi, c'est que donc dans la maison de service au public, Pôle emploi a permis d'avoir le service à distance. Notre gros souci, c'est la mobilité sur nos territoires. Même si nous avons des gares et que le département de l'Ain met des cars à disposition, on a de gros problèmes. Donc sur la plaine de l'Ain, une action est portée, elle vient juste de démarrer. Ce sera un covoiturage de rémunéré, un stop amélioré et d'autres actions et qui démarreront sur notre territoire. Donc on espère que ça permettra d'accélérer la mobilité pour les personnes. Et l'accès au droit et à la santé. Donc, nous avons fait notre MSAP au centre social. Ça a permis simplement donc on a signé avec les partenaires habituels. Et depuis sa création, environ 1500 personnes par an franchissent le seuil pour rechercher une aide. Ça correspond à 28% de notre population. Nous avons aussi, avec la CAF spécifiquement, actionné toutes les personnes qui pouvaient prétendre à l'ACS. Là aussi, on a quand même réussi à raccrocher pas mal de personnes. Et enfin, on a fait un focus sur la santé parce qu'on avait des grosses problématiques de santé. Donc, début 2019, grâce à la plaine de l'Ain, on a fait un diagnostic santé et on a donc décliné des actions de prévention qui seront menées dès début 2020 sur notre territoire. Voilà, l'éducation à la parentalité. Nous avions ciblé donc les professionnels de santé, les professionnels qui interviennent avec les familles, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas toujours le même langage. Donc, on a travaillé pendant 6 mois, à raison de 2 journées par mois. Tous les professionnels sont mis ensemble pour avoir le même discours, la même définition des mots par rapport aux familles. Et c'était une action que l'on reconduit pour faire des piqûres de rappel. On l'a reconduit déjà une fois. Ensuite, on avait aussi inscrit la création d'une microcrèche RAM. Donc, on a obtenu 80% de subvention sur cette microcrèche RAM grâce au contrat de territoire. Et cette action a été portée par la commune de Torcieux lorsque nous avons été raccrochés à la plaine de l'Ain. Et enfin, nous avons remis en circuit quelque chose qui vivotait chez nous, c'était le point d'information jeunesse, qui est porté aussi par la MSAP. Voilà, j'ai terminé. Merci Liliane. Donc pour cette présentation, vous avez respecté les consignes, c'est très très gentil à vous. Je n'ai pas vu remonter pour l'instant de questions via le chat, donc peut-être qu'elles vont arriver donc maintenant, au fur et à mesure. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par des questions de compréhension du contexte, ou alors des questions plus générales. En tout cas, la parole est à vous. Donc pour poser une question, donc vous actionnez votre micro et puis vous vous présentez pour que tout le monde sache de quel endroit, de quelle place vous vous positionnez, et puis pour que Liliane Blanc-Falcon soit plus à l'aise pour vous répondre. Je vous laisse la main. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? C'est un petit peu normal, la première question est complexe, alors on va passer à la deuxième. Non, mais c'est pas grave, hein, ça je peux répondre. Hein. La question sur la mobilité, je peux répondre. Ah, je l'ai pas vu passer celle-ci alors. Ah oui, elle arrive, Oui, j'ai d'accord, vu sur une le chat, question oui. sur la mobilité, des précisions sur la mobilité. Il n'y a pas de souci, je peux répondre. Eh bien, allons-y. Alors sur la mobilité, donc notre territoire n'est pas très éloigné des lieux d'emploi, hein, puisque nous sommes environ, enfin Tenay est à 20 km, 20-22 km d'Amberieu. Nous avons une particularité sur la plaine de l'Ain, puisque je parlais plaine de l'Ain,
C'est que nous avons un gros parc industriel qui se situe à côté de la centrale nucléaire de Bugey, et donc qui est là, qui est très pourvoyeur d'emplois. Il y a à peu près 7000 emplois sur ce parc industriel et en Berrieux aussi environ 7000 emplois. Donc, si vous voulez, les gens de la vallée ont tendance à vouloir aller travailler sur la plaine de l'Ain ou sur Berrieux. Donc, notre souci de mobilité, c'est que l'on avait des arrêts de train que la SNCF nous a supprimés. Donc, on s'est battu, nous sommes descendus sur les voies, etc. On a récupéré nos trains. Donc, ça nous permet de pouvoir continuer à accueillir sur notre territoire des gens qui vont travailler à Lyon, parce que par le train de Tenay, vous êtes à 45 minutes de Lyon, quand le TER est à l'heure, hein, quand il n'y a pas de grève. Et voilà. Nous avons donc aussi nous avons beaucoup travaillé avec le département de l'Ain, qui nous a mis des lignes de bus à 2 euros. Donc, nous sommes desservis assez fréquemment par ces lignes de bus à 2 euros. Et donc, malgré tout, il y avait encore des gens qui étaient en carafe. Donc, nous avons, avec la plaine de l'Ain, là, cette fois-ci, mis une action mobilité en route. Donc, là, c'est vraiment les prémices de l'action. Il y a le stop amélioré, c'est-à-dire qu'on a organisé le stop avec des panneaux qui informent l'endroit où les gens doivent se situer. Ils ont une plaquette pour dire qu'ils sont répertoriés dans le stop amélioré et d'autres personnes qui passent s'arrêtent. Mais comme ça ne suffisait pas, c'est une sorte de covoiturage un petit peu organisé. Comme ça ne suffisait pas, nous sommes passés à la deuxième étape, c'est-à-dire que nous avons fait, comment dire, un covoiturage rémunéré. C'est-à-dire que de Tenay par des personnes, elles s'engagent à dire, ben voilà, moi je peux avoir 3 places, 4 places, 5 places, 3 places, mettons 4 places, allez. Et donc, on met en lien les gens, les gens, et derrière, chaque fois que une personne monte, celui qui conduit est rémunéré. Donc, ça lui paye à peu près, allez, on va dire un plein à peu près par mois. C'est l'objectif. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va se mettre en route, qui s'est déjà mis en route sur le secteur de la plaine de l'Ain, plus bas, mais qui va remonter jusque chez nous, parce que j'y tiens beaucoup, disons au mois de mars-avril 2020. Voilà, c'est un engagement que la plaine de l'Ain a pris. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Je ne sais pas. Il y a une précision dans la question. Est-ce organisé par le réseau Pouce ou un autre prestataire externe? Alors ça a été organisé par chez nous, hein, par le chargé de mission mobilité de notre territoire de la plaine de l'Ain. Voilà. Ok. Si quelqu'un veut apporter une question, une observation, une remarque. Oui, alors je veux bien. Donc je me représente. Je suis Benoît Lermite. Je suis chef de projet de territoire zéro chômeur de longue durée en Pays Nivernais-Morvan. Donc qui, voilà, en termes de ruralité, connaît les mêmes caractéristiques que ce que vous avez pu décrire. Je voulais savoir quelle avait été la place qui avait été laissée aux structures de l'insertion par l'activité économique ou, on va dire, aux associations traditionnelles d'accompagnement des personnes en précarité dans le cadre de votre projet. Merci. Alors, donc, quand nous avions la main, moi j'avais cette fibre sociale, donc c'est vrai qu'on s'était appuyé sur des prestataires comme Alpha 3A, des gens qui pouvaient nous apporter de l'aide. Quand nous sommes arrivés à la plaine de l'Ain, c'était pas tout à fait la même attitude, parce que la plaine de l'Ain étant un territoire relativement riche, ces problématiques-là ne leur parlaient pas vraiment. Mais à force de discuter, dans le cadre du contrat de ruralité, on a fait des actions, comment dire, des actions portes ouvertes. Hein, l'objectif, c'était d'ouvrir les portes, pardon. Donc des actions toutes basiques, style apprentissage de l'informatique dans toutes les communes. Ça nous a permis d'entrer dans les communes. Et après, donc, de mettre en place des actions où là, on s'est appuyé effectivement sur Tremplin, par exemple. On s'est appuyé, on a fait une recyclerie. Voilà, mais ça, c'est quelque chose qui est très, très, très récent. Hein. Je vous parle de 3-4 mois. Hein. Il a bien fallu 2-3 ans pour pouvoir montrer
à certaines personnes de la plaine de l'Ain qu'il y avait des gens en difficulté. Et l'histoire de votre territoire zéro chômeur, c'est quelque chose qui nous avait un petit peu, enfin qui nous intéresse beaucoup. Et on est en train de poser tout doucement des jalons. Donc, je suis contente que vous soyez là parce que peut-être que je me rapprocherai de vous ensuite pour savoir comment vous avez fait. Parce qu'on voudrait bien, avec le chargé de mission politique de la ville, essayer de mettre en place quelque chose de similaire. Alors, va-t-on y arriver? J'en ai aucune certitude, mais on aimerait bien. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je veux bien poser une question. C'est Patrick de Cap Rural, réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est la question de l'acceptabilité du projet par les autres élus, par les techniciens de l'Interco. Parce que là, ça paraît presque idéal. On dirait qu'il n'y a pas eu de difficulté. Alors, donc je remets tout dans le contexte. Hein. Signature du contrat de territoire 8 février 2016. Parallèlement à cette signature, la loi NOTRe est arrivée et le préfet, donc toujours le même, M. Touvet, a souhaité nous raccrocher à la plaine de l'Ain. Donc pendant, allez, on va dire 4 mois, 5 mois, c'était un petit peu la guerre de tranchées parce que les élus ne voulaient pas trop que nous arrivions chez eux. Et d'un autre côté, le préfet voulait que nous arrivions dans cette plaine de l'Ain parce qu'il trouvait inadmissible qu'il y ait un territoire en pleine expansion et en pleine, enfin, il y avait plein d'argent. Et puis à côté, moi, simplement pour vous donner une petite idée, hein, dans les dernières années, les 2 dernières années où j'ai été présidente de la Comcom, mon autofinancement annuel pour faire des projets d'investissement se montait à 100 000 euros. Hein. Donc, vous imaginez un petit peu, pour vous donner, alors de l'autre côté, on parle en millions d'euros. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Nous avons fini par être intégrés. Nous avons été très bien acceptés dans les premières réunions. Simplement, bon, moi, j'ai voulu pousser cette histoire de contrat de territoire transformé en contrat de ruralité. Donc, j'ai bien compris à l'époque qu'on m'a donné mon os en rouge en disant, allez hop, on lui donne son contrat de ruralité, ça ira bien. Et petit à petit, pas très vite, mais petit à petit, les élus de la plaine de l'Ain, enfin, canal historique, on va dire, se sont rendus compte de l'importance que pouvait avoir sur leur commune, parce que dans la plaine de l'Ain, il y a aussi des communes rurales qui n'ont pas beaucoup de moyens, que pouvait avoir ce contrat de ruralité dans le sens investissement, hein, puisque avec le contrat de ruralité, on a des bonifications DETR où on peut émarger à la décile. Donc, ils ont vu ce volet-là. Et petit à petit, en discutant, en présentant les actions, etc., on a fini par faire admettre qu'il y avait aussi des difficultés sur ce territoire. Et ce qui est très paradoxal maintenant, c'est que on me dit toujours, est-ce que tu continues ton mandat d'élu parce qu'il faudrait que tu continues à porter ce contrat de ruralité. C'est très important. Tu as apporté une touche sociale dans cette grande Comcom qui était principalement à vocation économique. On construisait des bâtiments, on faisait en sorte que des bâtiments puissent s'installer, mais on ne s'occupait pas trop de savoir comment les personnes qui étaient à l'intérieur allaient pouvoir vivre, etc. Hein. Donc, on voit la mutation, mais par contre, je vous dis, c'est un travail de 3 ans. Hein. Et c'est même, ça me frustre un petit peu d'être au milieu du guet, là, et puis de ne pas savoir ce qui va se passer pour la suite. Je suis très claire là-dessus. Voilà. Merci. D'autres réactions? Alors, une question arrive par chat. Si la personne qui l'a posée veut ouvrir son micro. J'ai pas vu. Pardon. Sylvie, si vous voulez poser votre question directement à l'oral, en actionnant votre micro. Ou alors je le fais, je la lis. Hein. Comment avez-vous réussi, alors c'est Sylvie Redon donc, qui pose la question, comment avez-vous réussi à contacter des personnes en précarité ou souffrant d'isolement, car il arrive que ces personnes soient transparentes sans jamais demander d'aide?
Alors, l'avantage, si vous voulez, sur nos territoires, c'est que nous sommes des petites collectivités. Donc, en fait, sur le territoire de la baie de l'Albarine, j'ai sollicité mes collègues élus parce que même si ces personnes sont transparentes, on sait qu'elles existent. On les repère via l'école, on les repère, voilà, on les connaît. Donc, en fait, dans la vallée de l'Albarine, nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes allés contacter carrément les personnes. Bon, alors, on se connaît tous, donc ça facilite les choses. Je suis aussi, pour des besoins de bénévoles, je suis aussi membre des Restos du Cœur de mon territoire. Et du coup, j'arrive à voir aussi des personnes via ce réseau-là. Donc, on a instauré un climat de confiance, etc. Donc, on a réussi à les amener de cette manière-là. J'ai bien évidemment dans ce gros projet mobilisé le RSA, les délégués RSA et puis les assistantes sociales. Donc, en fait, avec le réseau que l'on s'était créé, on a réussi à convaincre, enfin, à inviter des personnes qui étaient vraiment dans cette situation de précarité, effectivement, parce que ceux-là, on les voit plus. Moi, j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait rester 15 ans au RSA sans qu'on ait eu de solution avant, quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'a scotché, très honnêtement. Donc, grâce à tous ces réseaux, mais parce qu'on est sur un petit territoire et dans des petites communes, on finit par tous se connaître. Donc, c'est ce qui a facilité les choses. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je ne sais pas, mais voilà comment nous avons fait. Eh bien, on va demander à Sylvie de répondre par chat, si elle veut. Émilie Dugal-Perche-Ornay, si vous voulez poser votre question à l'oral, en actionnant votre micro. Alors, je vais le faire. Est-il possible de connaître les diverses actions du contrat santé qui vont être mises en place ces prochaines années? Donc là, nous en sommes aux prémices parce qu'on se heurte. Alors, c'est très paradoxal, mais cette action, cette étude a été faite par l'ARS. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on arrive difficilement à discuter avec un autre responsable de l'ARS pour mettre enfin, pour coordonner les choses. Donc, en fait, on est un petit peu passé par-dessus lui. Donc, on a rencontré l'ordre des médecins, etc. Parce que moi, je me voyais mal, comment dire, bon, il y avait des éléments très factuels, hein, qui d'ailleurs, on a fait faire ce diagnostic sur l'ensemble de la Comcom. Et il y a des choses qui sont très marquantes sur le territoire de la vallée de l'Albarine et sur le QPV d'Ambérieux. Donc, ça dénote bien quand même comment dire, enfin, ça prouvait bien qu'on avait raison de s'inquiéter pour la santé de nos ressortissants. Donc, nous avons travaillé avec certains médecins pour faire de la prévention, surtout sur l'addiction, hein, que ce soit addiction aux stupéfiants, mais aussi addiction à l'alcool, parce qu'on a une grosse problématique là-dessus, sur ce territoire, sur le QPV et sur notre territoire à nous. On a aussi une grosse problématique de diabète. Alors, on a essayé de comprendre pourquoi. Alors, est-ce que c'est de la malnutrition? Je ne sais pas. Donc là, il y a des actions. Donc, on travaille aussi avec le bus de la Croix-Rouge qui vient très régulièrement face au Resto du Cœur d'Ambérieux et qui vient aussi sur les Restos du Cœur chez nous, de manière à prendre les gens en main sans qu'ils aient besoin d'aller chez le médecin, quoi. C'est un médecin qui vient là. Et donc, on arrive à faire passer des messages via ce truc-là. Et donc, début 2020, enfin, en 2020, on devrait faire vraiment des actions sur l'ensemble du territoire. Parce que mon objectif, c'est pas de stigmatiser ces deux territoires, mais c'est bien de dispatcher des actions sur l'ensemble de la plaine de l'Ain, sur l'ensemble des cantons, on va dire, qui la composent, de manière à ne pas stigmatiser nos territoires à nous. Voilà. Je ne sais pas, pareil, si j'ai répondu à votre interrogation. Pour l'instant, c'est un petit peu, on a un constat, on a travaillé avec les médecins pour faire valider ce constat, avec les infirmiers, etc. On a commencé à mettre 2-3 actions. On a actionné ce que l'on pouvait, c'est-à-dire le camion de la Croix-Rouge qui vient sur le territoire
pour l'instant, nous en sommes là. Mais j'espère bien pouvoir mettre des choses beaucoup plus précises et beaucoup plus fortes en action en 2020, enfin, les initier tout du moins avant mars 2020, après, Inch'Allah. Alors à la question précédente, Sylvie répond merci, donc c'est que vous avez bien répondu. C'est gentil, merci. Du coup, je ne sais pas pourquoi les personnes n'arrivent pas à le faire à l'oral, À quoi. me parler directement. Ah. Bon, moi j'avais une autre question parce que j'en vois pas arriver d'autres là pour l'instant. C'est la question du secteur agricole parce que on a bien compris le tissu industriel décimé, quoi, en fait, on va dire. Et par contre, comment se porte l'agriculture? Est-ce qu'on a des difficultés particulières? Est-ce que là aussi l'action s'adresse au monde agricole ou pas? Et comment ça se joue les relations entre guillemets des anciennes cités ouvrières et puis le monde rural agricole, le monde agricole et rural. Donc, je vais vous parler en deux étapes. Je vais d'abord vous parler par rapport au contrat de territoire. Dans la Comcom que je présidais, pardon, nous avions un maire qui était agriculteur, hein. Donc, sur notre territoire de la vallée de l'Albarine, il y avait 12 exploitations en 2017, à peu près 16-17. Nous avions travaillé parce qu'ils étaient en grande difficulté financière. Donc, ceux qui étaient installés depuis longtemps et ou qui avaient fait un héritage, enfin, une transmission d'exploitation, arrivaient à s'en sortir. Il y avait deux jeunes qui avaient choisi de s'installer. Et pour vous donner une idée, un des agriculteurs, un des propriétaires lui avait lui avait loué ou vendu ses terrains, mais avait conservé sa ferme pour habiter. Donc, il avait mis un mobil-home dans la cour de la ferme au départ quand il était célibataire pour être au plus près de son exploitation. Et 12 ans après, il s'était marié, il avait 2 enfants, il est toujours dans le mobil-home. Il y a de grandes difficultés sur notre territoire. Nous sommes en appellation comté, mais puisque nous n'avons pas de fruitière à moins de 20 km, donc ils vendent leur lait euh, aux grands groupes, hein, et ils sont malheureusement tributaires de la perte de la baisse des prix du lait. Donc certains ont diversifié leur production. Donc il y a des ventes à la ferme en direct de viande, de fromage. Ils ont adhéré à une structure qui s'appelle Pâturin, où ils vont vendre leur production en direct, ils vendent sur les marchés, etc. Il faut savoir qu'il y en a 3 qui se sont arrêtés donc depuis 2016 parce qu'ils n'ont pas réussi à continuer. Et donc là, depuis peu, donc nous quand on était à la Comcom de la vallée de l'Albarine, on leur avait donné des aides à la CUMA pour qu'ils puissent acheter du matériel pour nettoyer leurs champs, puisque bien sûr ce sont tous des territoires en pente, hein, chez nous. Les agriculteurs sont sur les territoires du haut ou sur les territoires sur les flancs de coteaux. Donc, nous avons pu aussi apporter avec nous, si vous voulez, cette problématique-là. Parce que sur la plaine de l'Ain, plaine, c'est plat, hein, et donc il y avait des agriculteurs, eux, qui avaient des grandes exploitations de maïs, enfin beaucoup de céréales. Donc, les problématiques étaient complètement différentes avec nos agriculteurs à nous de la vallée de l'Albarine. Et depuis, alors là, c'est pareil, c'est très récent, ça fait peut-être à peu près 6 mois, qu'il y a une étude, il y a un travail qui est fait avec la Chambre d'agriculture de l'Ain, justement pour aider les agriculteurs de l'ex-vallée de l'Albarine à pouvoir mieux vivre de leur fabrication. Donc, il y a un travail qui est fait. Et on se rend compte aussi que les céréaliers de la plaine de l'Ain commencent à souffrir un peu aussi. Donc, du coup, un travail a commencé, alors je n'en sais pas plus, mais un travail a commencé sur ces territoires. Mais il est évident que nous, on avait toujours conscience de cela, donc on essayait de les aider dans la mesure de nos moyens quand nous étions en responsabilité. Après, moi, je ne peux pas faire grand-chose de plus, quoi. Voilà.
Est-ce que j'ai répondu à votre question, Oui, oui, monsieur ok, Grenier? ok, merci. Il y a deux autres questions qui se rejoignent là, donc de Émilie et de Martha sur le club des chercheurs d'emploi. Oui. Quelles ont été les actions ou quelles sont les actions à venir pour les personnes très éloignées de l'emploi? Donc, pour le club chercheur emploi, on l'a fait fonctionner donc en 2016, 2017, 2018. C'était porté par une association. Ça fonctionnait très bien. C'était des petits groupes de, allez, on avait peut-être une dizaine de personnes, mais qui n'étaient pas toujours présentes ensemble, hein, mais c'était très, très régulier. L'animatrice était quelqu'un de très, très intéressante parce enfin, elle les sécurisait, elle les rassurait, etc. Mais avec enfin, le responsable du privé d'Ambérieux, on se rendait compte qu'on n'allait pas suffisamment loin dans cette action, dans cet accompagnement. C'était bien, mais on n'allait pas suffisamment loin parce qu'on n'avait pas, comment dire, suffisamment de débouchés. C'était ce qui nous posait problème. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire cette grosse action, enfin de mener cette. On a mis plus d'1 an à la monter. Et donc, ça a déclenché ce que ça avait déclenché par ailleurs dans d'autres sujets, c'est-à-dire le fait de travailler enfin ensemble. Parce que moi, le gros questionnement que j'avais, enfin, ça me mettait hors de moi, c'est qu'il y avait des actions qui se faisaient, oui, mais c'était en silo, c'est-à-dire chacun faisait sa petite action dans son coin, et puis, mais il n'y avait jamais d'action transversale et il n'y avait jamais d'échange. Hein. Donc, en fait, nous, on avait notre club chercheur emploi sur Rambérieux et sur l'ancienne vallée de l'Albarie. Il y avait d'autres actions sur l'emploi qui se faisaient via Pôle emploi. Il y avait, bon, bref, mais il n'y avait rien de coordonné. Du fait de cette grosse action, on a pu travailler tous ensemble, donc mettre autour de la table la Direct, Pôle emploi, les collectivités, le MEDEF, certains, on a mis aussi des OPCA, enfin bref, on a mis tout ça autour de la table. Et donc, on a enfin eu un diagnostic partagé et des objectifs partagés également. Et du coup, on a pu mener pendant 6 mois cette première action, donc les 6 premiers mois de l'année. Et en conséquence, ça a développé justement, enfin, on essaye de faire en sorte que ça continue, que cette connexion puisse continuer. Et pour preuve, c'est qu'il y a des actions de Pôle emploi qui se passent maintenant, qui sont complètement décentralisées sur notre territoire, pour venir au plus près des gens qui sont vraiment loin de l'emploi et on vient les chercher, on leur permet d'accéder à des formations ou à des remises en question etc. au plus près du territoire. C'est-à-dire que ce ne sont plus les gens qui viennent à Pôle emploi, mais Pôle emploi qui vient aux gens, par exemple. Hein. On a aussi beaucoup travaillé avec les responsables du RSA. Donc c'est pareil, il y a une remobilisation qui s'est faite à la suite de ce gros projet. Est-ce que ça va continuer? Je pense qu'il faut toujours avoir une volonté politique derrière pour faire bouger les choses. Donc, on a l'échéance de mars 2020. Donc, après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si on arrive à enfin, à impulser parce que moi, j'ai coutume de dire que seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Et là, ça a été prouvé encore cette fois-ci. Voilà. Il y a Émilie qui complète la question. Je lis hein, intégralement. Une mobilisation auprès des entreprises, point d'interrogation. Oui, oui, oui. Oui, donc, parallèlement à ce projet, au départ, dans mon esprit, soyons très clairs, c'était auprès des personnes en grande difficulté sociale. Hein. Moi, ce projet-là était pour eux. Et on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait rien faire si on n'avait pas la deuxième jambe, c'est-à-dire la jambe entreprise. Donc, du coup, on a mobilisé. Alors, les financements qu'on avait obtenus, c'était pour les demandeurs d'emploi, exclusivement. Donc, on a mobilisé un petit peu de fonds au niveau de la Comcom pour mobiliser les entreprises. Donc, on a essayé de créer un réseau d'entreprises. Alors, il y avait un réseau d'entreprises qui existait, on s'est un petit peu appuyé sur eux, mais on a voulu l'élargir et on a travaillé avec eux. Mais ça a été un petit peu moins réussi parce que si vous voulez, notre objectif, c'était vraiment au départ sur l'emploi, remettre à l'emploi des gens qui étaient très éloignés. Et du coup, on a laissé un petit peu tomber ce côté-là, mais on a certains chefs d'entreprise qui nous ont rejoints
et qui ont joué le jeu, c'est-à-dire qui ont pris dans leur entreprise des gens qui étaient très éloignés pour leur permettre de les former, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, euh, on a bon, pas mal d'emplois et on a beaucoup d'entreprises qui sont en recherche, je pense que c'est partout en France, de personnes à mettre dans leur boîte, quoi. Donc, moi, je trouvais ça énorme qu'on ait des gens qui soient en difficulté sociale parce que sans emploi, et que de l'autre côté, on ait des gens qui cherchent, des entreprises qui cherchent. Bon, donc on a essayé de mettre ça en place, mais je reconnais que c'est moins ma tasse de thé à moi, donc je reconnais que j'étais moins efficace là-dessus. Voilà, je suis Merci. honnête et franche. Merci. Une dernière question, un dernier point de vue, un complément? Oui, moi j'avais une toute dernière question, mais c'était pratique. Je vous ai rapidement entendu parler tout à l'heure de la possibilité, parce que les fiches actions sont très riches, elles sont passées un peu rapidement. Comment on pourra revisionner le PowerPoint, s'il vous plaît? Alors, Oh ben, moi, je peux vous le transmettre, hein. Alors voilà, Y a pas de- il y a deux façons, hein. Donc on peut effectivement le transmettre via Liliane qui me l'envoie et moi je le relais, mais sinon normalement il sera sur le site du réseau rural national, donc qui permet à tout un chacun de retourner sur la webconférence passée. Mais je demanderai effectivement à Liliane de me le faire passer et moi comme j'ai vos adresses mail, si vous les avez bien laissées dans le chat, ben, je vous le relais. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors justement, puisque c'est vous, Benoît, c'est ça, hein, est-ce que sur le territoire zéro chômeur longue durée, vous êtes dans le premier appel à projet ou vous êtes candidat au deuxième? Alors, nous, dans la Nièvre, on a un territoire qui est déjà habilité, c'est le territoire de Prébry, Oui, qui est un des 10 territoires déjà habilités. oui. Sur le pays Nivernais-Morvan, nous sommes en train de faire émerger, donc on est un peu une expérimentation dans l'expérimentation, on est en train de faire émerger une grappe territoriale de 6 territoires qui en simultané, avancent en simultané, et qui offre un espace géographique, économique et sociétal cohérent. Mhm. Donc l'idée, c'est dans le cadre de la seconde loi d'expérimentation d'obtenir l'habilitation de l'ensemble de ce territoire pour pouvoir répondre à une des problématiques aujourd'hui du fonds d'expérimentation de territoire zéro chômeur, qui est la mesure d'impact de l'ouverture des entreprises à but d'emploi dès lors que les salariés embauchés au sein de ces entreprises quittent le territoire pour leur vie personnelle. Hmm. Donc là, comme on a un espace rural assez grand, mais qui reste un espace cohérent tant d'activité que de consommation, ça permettrait d'avoir cette mesure d'impact. Par ailleurs, on a été sollicité pour être les animateurs, cette fois-ci, des territoires émergents sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. D'accord. Donc, on accompagne la totalité des territoires émergents de Bourgogne-Franche-Comté qui souhaitent rentrer dans l'expérimentation. Voilà. Bon, ma question était intéressée puisque Cap Rural lance un chantier régional sur les questions de pauvreté précarité à travers des journées d'échange, mais également la mise en place d'un groupe de travail et on est en contact avec le territoire zéro chômeur de la ville de Thiers. Mais donc voilà, toutes Ouais. les expérimentations, les expériences nous intéressent pour alimenter les réflexions en région. Je vois une autre question qui arrive, donc on va la prendre quand même. Avez-vous des retours directs et positifs des personnes sorties de leur situation initiale par vos actions? Alors, bien évidemment, vous pensez bien que je me suis renseignée sur leur situation, d'autant plus que certains fréquentaient les Restos du Cœur, donc je les rencontrais, et je peux vous affirmer que ces personnes-là, je les ai vues se redresser. C'était incroyable, quoi, de voir que des gens qui étaient dans cette précarité depuis une quinzaine d'années vivaient donc avec le RSA, hein, donc ils marchaient au Secours populaire, au Resto du Cœur, etc. Avaient une vie, bon.
le fait d'être embauché des gens, donc dans le contrat qu'on avait, c'était une embauche CDD, 6 mois minimum, voire CDI, bien évidemment. Et là, je suis ravie de constater que sur les 40 personnes, on en a une grande partie qui vont basculer en CDI. C'est vraiment quelque chose de très positif. Par contre, ce qui a été un petit peu dommage pour eux, c'est qu'ils se sont rendus compte que même avec un SMIC plus, ils vivaient pas si bien que ça, quoi. Mais bon, malgré tout, c'est une réussite pour ces personnes-là. Moi, je suis ravie, franchement ravie. C'est un satisfait pour moi, quoi. Voilà. C'est très présomptueux de ma part, mais c'est un satisfait certain. Voilà. Merci de cette réponse courte, précise. Je vous propose qu'on mette un terme à cette conférence, cette webconférence. Donc, avant que vous déconnectiez directement, je voudrais remercier Liliane Blanc-Falcon, élue de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, pour son témoignage. Toujours aussi engagé, et puis remercier les participants et vos questions. L'enregistrement sera disponible si vous allez dans le chat. Là, Martha vient de mettre le lien, pour retrouver le diaporama et l'enregistrement, mais néanmoins on vous fera passer directement le diaporama en pièce jointe dans les prochains jours. Donc, si vous êtes toujours connecté, nous vous invitons par le chat, à faire un retour sur cette webconférence, aussi bien sur le fond que sur la forme, à savoir, le son était pas bon ou le son était nickel, le sujet était intéressant, pas suffisamment creusé, etc. Enfin, tous vos avis sur cette webconférence, de manière à ce que nous améliorions à chaque fois le dispositif. Nous allons proposer en 2020, avec les autres réseaux ruraux régionaux, un cycle de webconférences du même type, un vendredi par mois. Et l'agenda, le calendrier va être diffusé soit fin décembre, soit début janvier. En tout cas, le prochain rendez-vous, voilà, je l'avais noté quelque part sur un petit papier. Donc c'est le 17 janvier et c'est le réseau rural normand. Qui va proposer une webconférence sur l'écloserie numérique. Donc c'est un espace de coworking, tiers-lieu, Fab Lab et plein de choses. Voilà. Et puis la prochaine édition pour le réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes, ça sera le 14 février, pardon, sur l'habitat participatif groupé dans une optique de gestion par les communs. Donc avec une expérience à Dieu le fit, où un groupe d'habitants cherche à vivre autrement la question de l'habitat et de la durabilité de l'habitat. Voilà, je vous propose de faire vos retours via le chat. Je laisse la webconférence encore en ligne jusqu'à 12h30. Donc vous pouvez commenter, faire part de vos avis, et nous vous souhaitons une belle fin de journée et un beau week-end. Merci à vous. Merci à vous aussi. Pour ma première expérience, j'étais enchantée. Merci. Merci Liliane.